ça s'est passé après une longue et ennuyeuse journée à l'école. En rentrant chez moi, j'étais assez excitée car c'était la fin de semaine, on était vendredi, ce qui signifiait pas d'école le lendemain. En approchant de ma maison, j'ai remarqué que la porte du garage était ouverte et les lumières étaient allumées. Mon père était parti en voyage d'affaires ce même jour et je me suis dit qu'il avait peut-être dû partir précipitamment et avait oublié de fermer la porte. Je n'ai pas pensé plus que ça, j'ai éteint les lumières, fermé la porte du garage, je suis ensuite montée dans ma chambre pour jouer à des jeux. Ma mère était partie chez une amie pour une raison quelconque, donc j'avais la maison pour moi tout seul et il faisait nuit. Je suis allée à la cuisine pour préparer une boisson et j'ai vu que les lumières du garage étaient de nouveau allumées. J'ai pensé que ma mère avait dû y aller pour une raison quelconque et elle avait dû laisser les lumières allumées, mais au fond de moi, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Je suis retournée dans le garage et j'ai immédiatement vu que tous les tiroirs de l'atelier de mon père étaient ouverts et que beaucoup de ses outils traînaient par terre. Quelqu'un cherchait quelque chose chez nous. J'ai pensé que cela devait être ma mère, mais lorsqu'elle était brièvement passée à la maison plus tôt dans la soirée, je ne l'avais pas vue aller au garage et elle n'était pas restée longtemps non plus. Alors l'idée qu'un inconnu était chez nous m'est venue en tête. À ce stade, j'étais vraiment effrayée. Je n'ai vu personne d'autre dans le garage, alors je suis rentrée chez moi en veillant à bien verrouiller la porte derrière moi. J'ai décidé d'aller me poser devant la télé pour me changer les idées. Et c'est là que j'ai entendu la poignée de la porte qui menait au garage commencer à trembler violemment, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir. Paniquée, je me suis levée du canapé et j'ai regardé la porte. Je ne savais pas quoi faire. Et après que la personne de l'autre côté n'ait pas réussi à l'ouvrir, la personne derrière la porte a crié très fort soudainement et elle s'est mise à frapper violemment la porte. J'ai pris peur et j'ai couru à l'étage pour prendre mon téléphone et j'ai décidé de sortir de la maison et appeler la police. Avec toute l'adrénaline qui circulait dans mon corps, je n'avais même pas remarqué que les bruits de martèlement en bas s'étaient arrêtés. En redescendant, je suis immédiatement dirigée vers la porte d'entrée. Pour cela, j'ai dû passer par le salon et en y repensant, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment car déjà j'aurais probablement dû passer par l'arrière, mais quand j'ai mis les pieds au salon, j'ai vu l'intrus. Il se trouvait là, c'était un homme très grand, tenant une hache qu'il avait prise dans l'atelier de mon père. L'homme me tournait le dos et semblait fouiller derrière un fauteuil dans le coin du salon. Je suppose qu'avec le bruit de la télévision, il n'avait pas entendu que j'étais derrière lui. Je n'ai pas remonté les escaliers, ce qui aurait été stupide honnêtement. J'ai juste fait demi-tour et je me suis précipitée vers la porte arrière. Après avoir couru sur une courte distance, j'ai appelé la police pour signaler l'incident. Ils m'ont informé qu'ils arriveraient en 5 minutes et effectivement, ils sont arrivés très vite. Entre-temps, je suis allée chez mon voisin. C'était un bon ami de mon père et j'ai juste attendu là-bas jusqu'à l'arrivée de la police. Pour faire court, les agents ont fouillé toute la maison et comme je le craignais, l'homme avait eu le temps de partir et il avait disparu. Ils ont découvert que l'intrus avait fracassé la porte du garage avec la hache. C'était une porte assez fragile et il lui aurait fallu quelques bons coups pour la briser. J'ai appelé ma mère qui est revenue dès qu'elle a entendu parler de l'incident. Elle m'a serré fort dans ses bras et elle était reconnaissante qu'il ne me soit rien arrivé. Honnêtement, je ne sais pas si mon père avait oublié de fermer la porte du garage ou si l'intrus l'avait ouverte lui-même, mais quoi qu'il en soit, chaque fois que vous quittez votre maison, vérifiez toujours que vos portes soient bien verrouillées, sécurisées, car honnêtement, on vit dans un monde effrayant. Pour donner un peu de contexte, j'habite dans une maison située en face d'une impasse. Au-delà de l'impasse, il y a l'entrée d'une forêt qui s'étend sur des kilomètres. Les bois sont assez denses en termes d'arbres et de buissons, et quand j'étais plus jeune, j'aimais bien aller faire du vélo ou de la trottinette sur les différents sentiers à travers la forêt, et je revenais à la maison, car c'était plutôt rapide, c'était une courte distance. Il y avait une petite pente descendante, je me souviens, et un jour, quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, je descendais la rue à vélo en direction de l'impasse. Il y avait plusieurs ouvertures au bout de l'impasse d'où on pouvait clairement voir la forêt depuis la rue, et j'étais distrait par quelqu'un qui se tenait dans les bois au loin. Je faisais pas attention et j'ai accidentellement percuté une petite voiture garée devant l'une des maisons. C'était un peu gênant, mais heureusement, je n'étais pas blessée et mon vélo non plus. Ce qui a suivi, par contre, était plutôt inquiétant.
La personne commença à faire les 100 pas frénétiquement, comme si elle essayait de décider de faire quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que cette personne portait ce qui ressemblait à un imperméable noir. La personne n'avait pas sa capuche, donc je pouvais clairement voir sa tête. C'est là que j'ai vu que c'était un homme d'âge moyen, chauve. Il avait une barbe, je ne suis pas certain, mais je pense qu'il se parlait à lui-même, tout seul. J'étais un peu perturbée, alors je me suis cachée derrière la voiture que j'avais percutée, ne levant la tête que juste assez pour voir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu quelque chose dans sa main qui semblait briller à chaque fois qu'il passait sous un rayon de lumière. J'ai réalisé qu'après que c'était un couteau, et d'où j'étais, je pouvais voir que le couteau semblait être taché de rouge. J'ai ramassé mon vélo et j'étais sur le point de retourner directement chez moi quand j'ai jeté un dernier coup d'œil vers l'homme, et là, je me suis figée. L'homme avait cessé de faire les 100 pas et il regardait dans ma direction. Pris de panique, je me suis baissée derrière la voiture, laissant tomber mon vélo qui a fait un bruit métallique. Ne sachant pas quoi faire, j'ai attendu environ 30 secondes avant de rejeter un coup d'œil derrière la voiture, et la personne était toujours là, me fixant du regard. Soudainement, l'homme a commencé à courir vers moi en poussant un cri, suivi d'un autre cri que je n'oublierai jamais tant que je suis vivant, tellement qu'il m'a fait peur. J'ai sauté sur mon vélo, j'ai commencé à pédaler vers ma maison aussi vite que possible, et en arrivant au bout de la rue, je me suis retournée une fois, et j'ai vu le fou retourner dans les bois. En rentrant pour le dîner, je n'ai rien dit à mes parents ni à ma sœur. J'avais peur qu'ils ne me laissent plus jamais aller dans cette impasse et dans les bois. Donc en tant qu'enfant stupide, cela me semblait plus important que ma propre sécurité. Bon, ça fait environ 10 ans que ça s'est produit et on vit toujours dans la même maison, mais je vous rassure, il n'y a eu aucun autre incident similaire. Nous n'avons entendu parler d'aucun enlèvement ni de meurtre dans la région au cours de la dernière décennie, donc je ne suis même pas sûre que la personne qui était là-bas était un meurtrier ou même de ce qu'elle faisait. Peut-être qu'il s'agissait d'un déséquilibré mental non soigné ou d'un drogué enragé. Vraiment, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je suis contente de ne pas l'avoir rencontré de plus près avec son couteau. J'avais l'habitude de sortir avec un gars qui s'appelait Jay. Je l'avais rencontré grâce à des amis en commun, et au début, tout allait bien entre nous, mais il y avait quelque chose chez lui que je ne parvenais pas à cerner. Jay semblait apparaître dans les endroits où je me trouvais, sans aucune explication, sans aucune planification non plus, et ça nous est arrivé plus d'une fois, au point que j'avais l'impression d'être suivie par mon propre petit ami. Il dégageait une certaine aura plutôt étrange, qui aurait dû mettre en garde n'importe qui contre le fait de sortir avec lui, mais pour être honnête, je n'étais pas dans une très bonne période de ma vie à ce moment-là. J'avais un problème d'addiction et j'avais une très basse estime de moi-même. Jay savait tout ça, alors quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai simplement accepté. On a fini par sortir ensemble pendant environ 2 ans. À mi-chemin de la relation, il est allé en prison et j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Lorsque je faisais les 2 heures de route pour lui rendre visite, j'ai commencé à remarquer que sa personnalité s'était détériorée. Il était devenu très possessif et visiblement plus mal à l'aise dans sa peau. Les moments où je ne pouvais pas être là, car je ne pouvais pas faire cette route tout le temps pour le voir, semblaient le pousser de plus en plus près de son point de rupture. Vous savez, le point où vous savez que la personne va craquer. Et je pense que quelque chose lui est arrivé en prison pour en arriver à là. Quand il a finalement été libéré, j'ai fini par emménager de nouveau avec lui, et c'est à ce moment-là qu'il a sombré dans la drogue dure. Un soir, nous avions des amis à la maison, et il en faisait vraiment trop, si vous voyez ce que je veux dire, du genre, il semblait partir dans son propre monde, et même lorsque nos amis sont partis, il n'a même pas semblé remarquer ou se soucier de moi. Je suis montée me coucher pendant qu'il restait en bas, je me suis allongée dans le lit, et peu de temps après, je me suis endormie. Mais là, soudain, tout mon corps s'est mis à trembler. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Jay qui me secouait violemment. Je l'ai regardé et j'ai immédiatement été terrifiée. Ses yeux étaient injectés de sang et il haletait comme un chien enragé. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, tout ce qu'il avait à la bouche, c'était « Où est-ce que tu l'as mise ? Où est-ce que tu l'as mise ?» Je lui ai alors demandé de quoi il parlait et cela a semblé l'avoir énervé davantage.
Où est-ce que tu l'as mise ? Où est-ce que tu l'as mise ? M'a-t-il répété plus agressivement. À ce moment-là, ma peur initiale avait passé et j'étais devenue très agacée par la situation. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait et je suis retournée dans le lit et j'ai essayé de me rendormir. Il est redescendu et la première chose que j'ai entendue, c'est du verre se briser et des objets être jetés. Je me suis levée pour voir ce qui se passait et Jay est remonté en trombe, me jetant au sol et m'immobilisant par terre. Pour vous dire, je mesure 1m65 pour 60 kg et lui mesurait 1m95 pour presque 90 kg. J'avais mon téléphone dans la main et il me l'a arraché. À ce moment-là, j'étais plus que terrifiée. C'était comme si quelque chose d'étranger avait pris possession de lui. Il me regardait comme un lion fixant sa proie. Il a plongé ses yeux dans les miens et après un long silence, il a dit « Tu ne dis rien à personne. Ton téléphone, ils peuvent le tracer. Tout le monde sait que tu es ici. Ils ne doivent pas savoir que tu es ici. » À ce moment-là, j'ai commencé à me débattre pour essayer de m'éloigner de lui et il m'a serré encore plus fort et m'a dit 3 mots que je n'oublierai jamais. « J'ai tué quelqu'un. » Après quelques secondes, il m'a soudainement lâché, il a éclaté en sanglots et il s'est mis à courir pour s'enfuir. J'ai mis des vêtements, je me suis précipitée hors de la maison, courant aussi vite que je pouvais vers ma voiture. Quand je suis montée dans la voiture et tourné la clé, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu courir sur moi. J'ai crié et avant de pouvoir mettre la voiture en marche arrière pour sortir de l'allée, il a ouvert le capot de ma voiture et a retiré quelque chose du moteur. À ce point, j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone dans la maison et une fois qu'il avait fini de faire je ne sais quoi dans le moteur, il avait bidouillé quelque chose dans la voiture, il a fermé le capot et il est reparti, emportant avec lui ce qu'il venait de prendre. Je suis restée assise dans la voiture, incertaine de ce que je devais faire car je ne savais même pas ce qu'il avait fait, si c'était un élément important de la voiture. Je ne savais pas si je pouvais prendre la route. Ce que je pouvais, par contre, c'était le voir à travers la fenêtre du rez-de-chaussée et il regardait partout. Il cherchait quelque chose, Dieu sait quoi. Il était tellement concentré à me garder avec lui et à trouver ce qu'il cherchait. Et en le voyant dans cet état et me retrouvant dans cette situation, j'ai cédé et j'ai été en larmes. J'ai juste décidé de m'enfuir à pied. Les voisins étaient proches et tout ce que j'avais à faire, c'était me rendre rapidement à la maison voisine. J'ai attendu que Jay soit hors de ma vue et j'ai ouvert la porte de la voiture et je me suis élancée. Alors que je courais, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je suis retournée et là je l'ai vu me poursuivre, ses yeux injectés de sang fixés sur moi. Je criais pour ma vie à ce moment. J'ai couru vers les voisins, j'ai tambouriné à leur porte et quand ils ont ouvert, je me suis précipitée à l'intérieur sans leur dire qu'est-ce qu'il se passait et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis préparée à ce que Jay se jette contre la porte, mais heureusement il ne l'a pas fait. J'ai regardé par le Judas et il n'était plus là, il n'était nulle part en vue. Les voisins m'ont laissé utiliser leur téléphone et j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent me chercher. J'ai laissé mes affaires et mon téléphone chez Jay et techniquement la voiture que j'utilisais était à son nom, donc je l'ai laissée aussi. Je n'ai plus jamais parlé à Jay après cette soirée. Et rien qu'en repensant à ses yeux injectés de sang qui me fixaient d'une manière presque animale, la façon dont il m'a pourchassée ce soir-là, tout ça me fait froid dans le dos. Cela a été le réveil dont j'avais besoin pour me reprendre en main, car j'ai appelé la police et je leur ai dit ce qu'il m'avait dit, mais je n'ai jamais eu de retour par rapport à ma déposition. Je suppose que c'était peut-être juste les drogues qui l'ont fait dire des choses, mais je pense que si j'étais restée avec lui, Dieu sait ce qui aurait pu m'arriver. Ma famille avait planifié un voyage d'été pour rendre visite à ma tante et à mon jeune cousin Fred, qui avait 13 ans à l'époque. La maison de ma tante est une paisible demeure campagnarde entourée de champs et de chemins de terre. C'était assez tranquille, il y avait des porches à l'avant et à l'arrière de la maison, ça lui donnait un aspect authentiquement rural. Malgré la beauté de la campagne environnante, Fred et moi nous sommes rapidement ennuyés. Le soleil commençait à se coucher, la lumière diminuait et la température était parfaite pour sortir faire une balade. Fred et moi avons décidé de profiter de ce moment.
On s'est dit que ça pouvait être sympa de s'éclipser à travers le champ derrière la maison. Le champ se terminait sur un chemin de terre. On a donc marché pendant environ 1 kilomètre et on a pu voir des lumières tamisées, celles du parking d'une petite usine de mise en conserve. À l'odeur, j'ai deviné qu'ils devaient probablement mettre en conserve des cacahuètes. Nous nous sommes approchés à l'arrière de l'usine où les camions de livraison étaient garés pour la nuit. Et là, on a vu que les camions étaient du type la double porte à l'arrière et il suffisait d'en ouvrir une pour entrer dedans. Comme on s'ennuyait, on a décidé d'aller à l'arrière de l'un de ces camions et Fred a tiré sur la porte qui était étonnamment déverrouillée. Nous sommes montés à l'intérieur du camion, il faisait sombre et c'était vide. On s'est dit que ça allait être marrant, on voulait juste faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais sur le moment, je trouvais ça drôle de fermer la seconde porte sur nous. Rassurez-vous, je ne l'ai pas fermée complètement, j'ai laissé une petite fente pour qu'un peu de lumière passe. Heureusement, en plus, j'avais mon téléphone portable avec moi et je pouvais utiliser le flash pour nous éclairer. Bien sûr, comme tout adolescent idiot, on a pensé qu'il serait cool de graver nos initiales à l'arrière du camion. Bref, je vous passe les détails, mais après nous être amusés et alors que nous étions sur le point de sortir du camion, Fred a aperçu quelqu'un à travers l'ouverture de la porte. Il s'est figé, me laissant ainsi la chance de regarder aussi, et là, je pouvais voir une silhouette traversant le parking en direction opposée du camion. Je pensais que ça devait être un agent de sécurité. Fred a commencé à paniquer, il s'est mis à hyperventiler. L'homme devait l'avoir entendu car à ce moment-là, il s'est retourné vers le camion et a commencé à marcher dans notre direction. J'ai mis ma main sur la bouche de Fred et on s'est accroupi contre la porte fermée. Ma tête était plaquée contre la porte avec un œil regardant à travers la petite fente. L'homme se tenait maintenant juste devant l'ouverture entre les portes, à quelques pas de nous. Comment il n'a pas ouvert la porte, je ne le saurai jamais. En tout cas, il a regardé à travers l'ouverture. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Je pouvais voir ses dents pourries alors qu'il ouvrait la bouche et toussait. Et miraculeusement, l'homme n'a pas touché la porte, il ne l'a pas refermée. Il s'est juste retourné et a commencé à marcher vers l'usine. C'est alors que Fred et moi avons pris la fuite. Avec un bruit sourd, les pieds de mon cousin ont touché le béton avant que je ne saute à mon tour. On a tous les deux vu l'homme effrayant qui se tenait à une courte distance cette fois. Il portait ensuite un capuche noire et un jean déchiré. Il avait une grande cicatrice sur le visage, de sa bouche à son œil droit, et je pouvais voir ses dents cassées, même de loin. Son apparence était si inquiétante que je ne l'ai jamais oublié jusqu'à ce jour. Je suis descendue du camion et c'est à ce moment-là que l'homme a sorti un couteau. Avant même que je puisse dire « Cours Fred, cours !» Fred était déjà parti comme une flèche, il m'avait abandonné. Je ne savais pas que Fred pouvait courir si vite d'ailleurs. Il m'avait juste laissé derrière, mais heureusement, j'étais plutôt endurant. J'ai alors pris mes jambes à mon cou et l'homme s'est lancé à ma poursuite. Je pouvais l'entendre grogner et hurler des injures derrière moi. Nous nous sommes dirigés vers les champs et il ne nous a pas fallu longtemps avant de voir les lumières de la maison de ma tante au loin. J'ai jeté un dernier coup d'œil derrière moi et tout ce que je pouvais voir était une silhouette sombre, encapuchonnée, se tenant parmi les autres herbes, nous observant nous enfuir. Même s'il faisait nettement plus sombre, je jure que je pouvais voir le sourire dérangé de l'homme sous sa capuche. Vraiment, c'était flippant. Nous avons atteint l'arrière du porche de la maison. Fred était haletant de peur. Nous avons raconté toute l'histoire à notre famille en omettant la partie où nous étions à l'arrière du camion pour des raisons évidentes. Ma tante a appelé la police et après environ une demi-heure, un agent est arrivé. Ils ont trouvé l'homme au couteau et il s'avère qu'il était un ancien employé de l'usine renvoyé en raison de ses graves problèmes mentaux et depuis, on ne sait pas ce qu'il comptait faire. Nous n'avons jamais eu de suite, mais ce qui est sûr, c'est que depuis, je ne sors jamais après la tombée de la nuit sans être armée. Qui sait ce qui serait arrivé si ce fou avait ouvert ses portes et nous avait trouvés là, tous les deux. Mon histoire s'est déroulée pendant le printemps 1999. J'avais 16 ans à l'époque, ma famille a déménagé dans une petite ville de montagne du Colorado et il n'y avait pas beaucoup de jeunes là-bas. Je suis rapidement devenue amie avec le seul autre garçon de mon âge vivant à proximité, il s'appelait Kyle. Un soir, peu avant le début de l'été, Kyle et moi errions dans les bois et on avait trouvé une rivière assez étroite traversant la propriété.
Étant des adolescents en quête d'amusement et de risque, notre première réaction fut de sauter dedans, de nager à contre-courant. Nous avons donc continué à nager jusqu'au coucher du soleil, mais au lieu de rentrer, nous nous sommes assis sur la berge et on a continué à nager. Après environ 10 minutes, Kyle est devenu très silencieux et il m'a fait un petit signe pour me dire de venir près de lui. Quand j'étais à portée de main, il m'a chuchoté « Regarde par-dessus mon épaule vers la lisière des arbres. Je pense que quelqu'un est là, en train de faire les 100 pas, mais je ne suis pas sûre. » J'aurais immédiatement écarté ses paroles comme une peur injustifiée, mais là j'entendais la véritable inquiétude dans sa voix et ça m'a fait hésiter, j'ai alors vérifié. J'ai jeté un coup d'œil là où il avait indiqué et j'ai scruté la lisière des arbres pendant quelques secondes angoissantes, mais je n'ai rien vu. Il n'y avait rien. J'ai dit quelque chose du genre « Oh t'inquiète, c'est soit un animal, c'est soit des ombres mec. Personne n'a affaire ici et je doute que quiconque connaisse cette partie de la rivière. » Cela n'a pas du tout rassuré Kyle. Il s'est retourné et à nouveau, il m'a dit de regarder la lisière des arbres. Pendant un moment, il y eut un silence complet. « T'as entendu ça ?» Je lui ai dit que je n'avais rien entendu. Kyle m'a demandé si j'irais avec lui jusqu'à la berge pour voir s'il y avait vraiment quelque chose. Je lui ai dit que si nous sortions, nous ne voudrions plus y retourner et que j'avais envie de nager encore un peu. Kyle n'a pas répondu et il a nagé tout seul jusqu'à la berge pour sortir de l'eau. J'ai continué à nager, ignorant complètement le danger potentiel de plonger dans l'obscurité et risquant de me heurter à une pierre cachée. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là avant que je commence à me sentir très seule. En tout cas, je me suis retournée vers la berge au bout d'un moment et j'ai cherché Kyle, mais il n'était nulle part. Les 2 lampes de poche étaient toujours posées sur le sable, près de nos chaussures. J'ai appelé Kyle en sortant de l'eau, mais il ne répondait pas. J'ai pris ma lampe de poche et j'ai scanné les arbres avec le faisceau de lumière. J'ai encore une fois appelé Kyle, convaincu qu'il me faisait un prank ou une blague, mais il ne me répondait toujours pas. Silence radio. Prudemment, j'ai fait quelques pas vers les bois. J'allais assez lentement vers l'endroit que Kyle avait indiqué plus tôt et j'étais sur le point d'appeler son nom à nouveau quand je l'ai aperçu. Il se tenait tournant le dos à moi à plusieurs mètres, regardant plus profondément dans la forêt. Je me suis approchée de lui, mais il ne s'est pas tourné vers moi. En m'approchant, je lui ai dit au loin un truc du genre « Kyle, tu m'entends ? Pourquoi tu me réponds pas ?» J'ai tendu la main pour lui toucher l'épaule, mais avant que je ne puisse le faire, il a lentement levé une main et pointé un doigt, tremblant, vers les ombres. « Tu vois ça ? C'est quoi ça ?» En dirigeant la lampe vers son visage, j'ai vu qu'il était blanc comme un linge et ses yeux étaient écarquillés comme des couvercles de canalisation. Une goutte de sang coulait de son nez. J'ai dirigé la lumière dans la direction qu'il indiquait et j'ai demandé ce que c'était. Le temps semblait s'arrêter. Le faisceau de ma lampe a attrapé une paire de jambes en pantalon sombre et mon cœur a raté un battement. La lampe paraissait incroyablement lourde à ce moment-là et dans d'autres circonstances, j'aurais immédiatement remonté la lampe pour voir ce que je venais de voir. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était lever lentement mon bras comme si je luttais contre la gravité. Il était devenu soudainement très lourd. Les jambes continuaient de monter, puis le torse apparut. Quand la lampe atteignit le menton de la personne, j'ai vu un sourire large et flippant. C'était le visage le plus terrifiant que j'avais jamais vu. J'ai lâché ma lampe de poche et j'ai heurté Kyle sans le vouloir. On est tombés tous les deux par terre et j'ai crié pour qu'il court avec moi. Je suis partie comme un fou en redescendant la rivière et en reprenant le chemin que nous avions emprunté plus tôt, abandonnant tout, y compris mon ami. Je ne sais plus combien de fois j'ai trébuché en courant, au moins 6 honnêtement, peut-être 10, mais je continuais de me relever à chaque fois et de courir, utilisant seulement la lumière des étoiles à travers les branches et la lueur distante des lumières intérieures de ma maison pour me guider. Dans la panique, je ne disais rien à Kyle, certain de l'entendre à quelques pas derrière moi, faisant autant de bruit que moi d'ailleurs.
Je me suis précipitée à travers la porte du garage dans la cuisine, criant comme un fou. Mes bras et mon visage étaient meurtris et ensanglantés car ils avaient été égratignés dans la course. Et à un moment donné, j'avais même perdu une chaussure, mais je ne l'avais même pas remarqué tellement que j'étais flippée. J'ai crié à mes parents d'appeler la police, je me suis retournée pour chercher Kyle et j'ai vu qu'il n'était pas là. Supposant qu'il était rentré chez lui, j'ai demandé à mes parents d'appeler les siens. Quand la police est arrivée, je tremblais tellement qu'ils pensaient que j'étais en train de faire une overdose. Et soudain, on a reçu un appel des parents de Kyle vérifiant s'il était chez nous. La police a rappelé une équipe. Il y avait une équipe de chiens et des hommes supplémentaires pour ratisser la zone. Ils ont trouvé nos affaires près de la rivière, mais aucune trace de Kyle ni de l'inconnu. Les recherches ont duré des jours, qui sont devenus des semaines et puis des mois. Au final, on n'a jamais retrouvé Kyle. À ce jour, il n'a jamais été revu. Il y a eu une couverture médiatique à l'époque, mais dans une petite ville où les gens se perdent souvent dans les bois, je ne sais pas jusqu'où l'histoire s'est répandue. Ce qui est probablement le plus déchirant, c'est que la famille de Kyle est toujours sans réponse. Je vis avec cette culpabilité de sa disparition chaque jour. Je doute de jamais me pardonner de ne pas avoir vérifié s'il était bien derrière moi quand je courais. Encore aujourd'hui, je suis sûre d'avoir entendu des bruits de pas derrière moi quand je courais. Mais je ne sais pas à quel moment il s'est arrêté ou si la chose l'a attrapé. Et puis d'ailleurs, une autre pensée m'a traversé l'esprit de nombreuses fois. Et si ce n'était pas Kyle que j'entendais derrière moi? Et si la chose avait réussi à m'attraper?